réalisation de l'œuvre est également celui de son infinitisation, et c'est pourquoi elle est fière de son intraduisibilité. Certes, ce mouvement pour l'œuvre, par un renversement prévisible, réclame son contraire, l'universalité enclose dans sa traduisibilité, car si l'œuvre se refermait simplement sur elle-même, elle s'engloutirait dans sa pure particularité, dans l'abîme de son langage. Quand la visée d'intraduisibilité l'emporte décisivement sur la visée de traduisibilité, l'œuvre s'effondre comme œuvre. On voit cela assez clairement avec certains poèmes du deuxième romantisme allemand, qui ne sont que musicalité. Ce n'est pas un hasard si ces poèmes ont été ultérieurement mis en musique par les musiciens romantiques et post-romantiques. Certes, mise en musique leur a assuré la survie, voire la gloire, mais elle signifie que la musique les a repris en son sein pour ne plus jamais les laisser. Un tel mouvement était nécessaire car ces poèmes, enfoncés dans leur musicalité, ne pouvaient plus exister par eux-mêmes. D'une manière générale, il faut poser la musicalité comme l'élément le plus intraduisible d'une œuvre, mais aussi comme celui qui jamais ne doit la dominer si elle veut rester œuvre. En exaltant la musicalité latente de sa langue, l'œuvre perd son rapport à sa langue natale. Elle amplifie un élément de cette langue qui lui est fatal aux dépens de sa parlance et de sa signifiance. De la musique en toute chose est un principe fatal pour l'œuvre de langage. C'est le noyau de parlance ou de signifiance d'une œuvre qui doit être intraduisible, parce que quelque part, cet intraduisible peut se renverser en traduisible. Non son noyau de musicalité qui représente l'intraduisibilité absolue d'une dimension opaque, muette et insignifiante dans sa vague infinité. Voilà comment il est possible de gloser, à partir de l'expérience de la traduction sur l'affirmation de Benjamin. Par expérience de la traduction, je n'entends pas le vécu du traducteur, mais la connaissance de l'essence de l'œuvre qui se révèle dans la traduction et qui concerne ces dimensions de traduisibilité et d'intraduisibilité. Cela n'a rien à voir avec des impressions subjectives du traducteur sur l'œuvre ou sa traduction. Pour éclairer le paradoxe enclos dans son affirmation, Benjamin s'engage sur une voie tout autre qui dépasse le domaine de la traduction. Aussitôt, après avoir dit qu'une traduction ne peut rien signifier pour l'original, il ajoute « Cependant, elle se tient avec celui-ci grâce à sa traduisibilité dans la plus proche corrélation. » Gandillac traduit Zusammenhang par corrélation. Cette traduction judicieuse ne rend pas pleinement le terme original, l'un des nombreux termes difficilement traduisibles de l'allemand. Zusammenhang en allemand est un terme courant, alors que corrélation en français est presque un terme technique, en tout cas plus abstrait que le mot allemand. Le Zusammenhang indique un se tenir ensemble, zusammen ensemble. L'appartenance mutuelle des parties d'un ensemble, c'est la corrélation, si nous entendions par là une corrélation vivante. Quelle peut être cette corrélation vivante entre la traduction et son original? Cette corrélation, dit Benjamin, est déterminée par la traduisibilité. Celle-ci est en quelque sorte le moyen terme entre les deux, ce qui les relie par-delà l'abîme de leurs différences. La traduction se fonde sur la traduisibilité, laquelle est immanente à l'œuvre. Mais cela ne change rien au fait que pour Benjamin, la traduisibilité soit significative pour l'œuvre et la traduction comme résultat ne le soit pas. Posons à nouveau qu'en vertu de sa traduisibilité, l'œuvre engendre sa traduction avec cette conséquence, un rapport constitué par la majeure intimité possible, l'engendrement et la majeure distance possible. Le texte traduit, certes engendré, ne signifie rien pour l'œuvre. On ne peut pas ne pas penser ici au rapport qui s'instaure des géniteurs aux enfants. Ce rapport consiste, pour le dire très vite, en ce que la chair de ma chair est en même temps une autre chair. Et ce n'est pas en vain que Benjamin parle plus loin à propos des langues d'une parenté sans ressemblance. Le paradoxe de l'enfant est qu'il unit en lui parenté et ressemblance, et que la ressemblance chez lui est le moment inessentiel et dangereux, alors que la parenté est le moment essentiel et salvateur. Ce qui se donne entre l'enfant et les géniteurs, c'est la perpétuation. Je me perpétue en tant que père dans mon fils, mais en même temps ce fils est radicalement un autre être. Je ne le concerne en rien en ce qui concerne son existence propre et vice-versa. Il ne me concerne en rien en ce qui concerne son existence propre. Il me
perpétue, c'est même la seule vraie perpétuation par sa simple existence, cette existence qui pourtant n'est fondamentalement pas tournée vers moi. Jacques Derrida m'a dit un jour, il m'a dit cette phrase, il ne me l'a pas écrite: l'enfant est celui qui s'en va. Dans cet en aller, l'intensité de son rapport à moi atteint son point maximum. Nous ne dirons pas que les traductions sont filles des œuvres, mais la réflexion sur la parenté en tant que dimension essentielle de l'historicité humaine peut nous ouvrir des horizons permettant de penser l'énigmatique rapport de l'original et de sa traduction. Tout cela appartient, nous dira Benjamin, au même Zusammenhang, au même espace de corrélation. Cet espace, c'est celui de la vie. Non de la vie au sens purement biologique, mais de la vie en tant qu'elle est historicité. Celle-ci n'est pas un pur mouvement de changement linéaire, c'est un processus de métamorphose, de mûrissement, d'engendrement. Pour penser l'historicité, il faut partir de ces catégories primordiales de la vie, et inversement, pour ne pas tomber dans un biologisme historicisant, dont Spengler, à l'époque de Benjamin, offrait l'exemple. Il faut penser la vie. Cette vie où nous vivons jeunesse, maturité, vieillesse, sexualité, famille et natalité, historiquement, c'est-à-dire comme une dimension qui ne se réduit pas à un simple cycle vital prédéterminé et instinctuel. Ce qui caractérise cette vie historique, celle de l'homme, ses actes et ses œuvres, et de toute la sphère humaine au sens large, c'est que sa signification y est ressaisie dans une expérience. Contrairement à l'animal, l'homme vit par exemple la paternité, la maternité, la natalité en général, sur le mode de l'expérience. C'est dans cette dimension de la vie, de l'histoire et de l'expérience que Benjamin veut penser le rapport de la traduction et de l'œuvre. Ce rapport où l'engendré, dit-il, ne signifie rien pour l'engendreur, tout en ayant une intimité de rapport maximale avec lui. Oui, cette corrélation est d'autant plus intime qu'elle ne signifie plus rien pour l'original. Il faut s'arrêter ici sur intime et plus rien. Innig se traduit par intime, mais ce mot allemand est intraduisible, car l'intime français est irrémédiablement subjectif et intimiste. Innig, en allemand, renvoie précisément à cette entre-appartenance des êtres que désigne entre autres Zusammenhang. C'est une catégorie ontologique. Innig est l'un des mots porteurs de la poésie et de la pensée de Hölderlin. Alles ist innig, a-t-il écrit. Tout est intime. Et la poésie tardive de Rilke est la poésie de l'inigkeit des choses. Nous ne pouvons pas nous arrêter davantage sur Innigkeit, mais il est clair que ce mot ne vient pas par hasard sous la plume de Benjamin dans un contexte où il est question de Zusammenhang, et une ligne plus loin de Zusammenhang naturel, car la nature, au sens spinoziste de la nature naturante, non de la nature comme objet des sciences, est l'espace où il y a de l'inigkeit pour Hölderlin et Rilke. Et précisément, chez ces poètes, l'espace de l'inigkeit est celui de la distance. C'est dans la distance, dans ce que Rilke appelle le pur rapport, rein Bezug, que s'accomplit l'intimité entre les choses. Ainsi, l'intimité entre l'original et sa traduction est d'autant plus grande qu'elle pose entre eux une irrémédiable distance, et cela parce qu'il s'agit d'une corrélation ou d'une co-appartenance naturelle. Elle doit être appelée une corrélation naturelle et certes plus exactement une corrélation de la vie. Zusammenhang des Lebens, tout Zusammenhang essentiel et Zusammenhang de la vie. Je crois qu'on voit apparaître de plus en plus clairement comment la retraduction que nous faisons dans notre commentaire ne se soutient que de ce commentaire et comment à l'inverse le commentaire ne se soutient que d'être traduction. C'est l'inigkeit du commentaire et de la traduction dont nous parlions au début. Zusammenhang des Lebens est plus exact que natürlicher Zusammenhang, car la référence à la nature pourrait égarer, faire perdre de vue l'historicité de la dimension évoquée. Vie est ici préférable à nature. Laissons la question ouverte. Pour Benjamin et son époque, sans doute. Mais revenons à ce Nichtmehr que, dans l'avancée de notre réflexion, nous avions oublié sans doute parce qu'il est inapparent. Oui, cette corrélation est d'autant plus intime qu'elle ne signifie plus rien pour l'original. Dans quel temps se donne la dite corrélation pour qu'elle ne signifie plus rien pour l'original? Y eut-il un temps où pour lui elle signifiait quelque chose? Assurément pas, ou bien en tout temps, c'est-à-dire structurellement, la co-appartenance de l'original et de la traduction signifie quelque chose pour l'original, ou bien en tout
temps, elle ne signifie rien pour lui. Mais alors, pourquoi cette détermination temporelle? Plus rien. Cela d'abord évoque la mort. Tout ce qui signifiait pour moi quelque chose de mon vivant ne signifie plus rien une fois que je suis mort. Mais une œuvre meurt-elle? N'est-elle pas au moins partiellement immortelle? On peut encore avancer ceci: si quelque chose m'est donné que j'ai longuement désiré, mais que je ne désire plus, eh bien cette chose, ce don, ne signifie plus rien pour moi. La mort est là aussi, mais c'est celle de mon désir, de mon attente. C'est trop tard. Je suis, moi, dans un temps où ce don ne signifie plus rien. La traduction viendrait-elle trop tard? Nous verrons plus loin qu'elle vient en tout cas tard, mais quoi qu'il en soit, cette détermination temporelle vient heurter la phrase. Qu'une traduction, aussi bonne soit-elle, ne peut jamais rien signifier pour l'original. Niemals, jamais. Puis, nicht mehr, plus rien. Il est vrai qu'en écrivant cette phrase, Benjamin n'est pas encore entré dans le paradoxe de cette intimité non signifiante de l'original et de la traduction, qu'il n'a pas encore médité la temporalité de l'œuvre et de la traduction. Il faut alors essayer de penser le niemals, le jamais, non comme l'affirmation d'une structure intemporelle, mais comme un mode de temporalité, et dire en unifiant les deux phrases de Benjamin: la traduction ne peut jamais en tout temps rien signifier pour l'original, parce qu'elle survient dans un temps où elle ne peut plus rien signifier pour lui. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Benjamin poursuit: tout comme les expressions de la vie co-appartiennent au plus intime avec le vivant, sans signifier quelque chose pour lui, la traduction surgit de l'original. La première partie de la phrase est trop indéterminée pour que nous la commentions maintenant. Retenons seulement ces 4 mots. Zusammenhang, encore, Inixt, encore, Bedeten, encore, et Das Lebendige, le vivant. De quel vivant s'agit-il? Quelques années auparavant, Benjamin a commenté 2 poèmes de Hölderlin, où Das Lebendige, le vivant, constitue le thème central. Le vivant par excellence, c'est l'homme. Qu'est-ce qu'une expression de la vie? Nous y viendrons bientôt. Voyons plutôt la seconde partie de la phrase, qui devrait normalement, mais ce n'est pas le cas, s'éclairer à partir de la première, puisqu'il s'agit d'une comparaison, so, vi, tout comme. Comparaison, il est vrai, qui est une subsumation. Le rapport de la traduction à l'original est analogue à celui de l'expression et de la vie, mais il appartient aussi globalement au domaine de la vie. Nous trouvons expression en relation à vie, vie en relation à expression, traduction en relation originale, original en relation avec traduction. Et si ces termes s'éclairent mutuellement, si nous pensions la vie comme l'original et ces expressions comme la traduction, n'oublions pas le fragment de sens unique. Le commentaire et la traduction se rapportent au texte, comme le style et la mimésis avec la nature. Nous pourrions alors écrire expression en relation avec vie, vie en relation avec expression, traduction en relation avec original, original en relation avec traduction, mimésis en relation avec nature, nature en relation avec mimésis. Revenons au texte. La traduction surgit de l'original. Phrase remarquable dans sa simplicité, surgir, traduit ici provisoirement le verbe allemand hervorget, qui évoque la provenance à partir d'une origine, l'apparaître à partir de, le jaillissement soudain. C'est un verbe que nous retrouvons médité chez Heidegger, et précisément à propos du nom que les Grecs donnent à nature, le phusis. Qu'est-ce qu'un tel jaillissement à partir d'une origine, l'original justement, et à voir avec les expressions de la vie? Ce qui est sûr, c'est que la traduction s'engendre à partir de l'original sur le mode du surgissement, de la provenance, du jaillissement soudain, et qu'il s'agit d'un phénomène de vie, d'une manifestation vitale, plus exactement de la vie de l'œuvre. Mais parler de la vie d'une œuvre, cela n'est-il pas métaphorique? Pas plus, on va le voir, que parler de son désir. L'œuvre n'est désir que parce qu'elle est vie, mais l'œuvre n'est-elle pas ordinairement plutôt considérée comme une expression de la vie? Benjamin va bientôt essayer de fonder longuement ce qu'il énonce. Auparavant, et pour préciser d'avance le domaine de la vie de l'œuvre, il écrit cette phrase essentielle, certes pas tant de sa vie que plutôt de sa survie. Le terme Überleben lui paraît si important qu'il le met expressément entre guillemets, parce qu'il y a évidemment co-appartenance. Zusammenhang entre Überleben et Übersetzung. Précisons tout de suite qui ne veut pas dire que la traduction serait le mode de survie de l'œuvre.
Une parenthèse est nécessaire. Du romantisme à Heidegger, la pensée allemande ne cesse de réfléchir sur les Über. À propos de la traduction, de la critique de la pensée et de l'existence, il est presque superflu de rappeler l'Übermensch de Nietzsche. Pour Friedrich Schlegel, et c'est Benjamin qui nous l'a appris, la critique se tient sous le signe de l'Uber. Schlegel appelait le texte critique, où il pensait avoir approché au plus près l'idéal de la critique, son étude sur Wilhelm Meister de Goethe. L'Ubermeister, Matthias Claudius et Herder réfléchissaient sur le Uber d'Übersetzung. Heidegger, enfin, lit ce qu'il appelle l'Überwindung de la métaphysique, à ce moment Übersetzung où la pensée accède d'un bond à la parole grecque. Écoutons ce qu'il écrit dans Qu'appelle-t-on pensée, texte qui est en grande partie la traduction d'un fragment de Parménide. Il est en effet superflu de traduire éon et menai en latin ou dans notre langue, mais il est nécessaire pour nous de traduire finalement ces mots en grec. Une telle traduction n'est possible que comme traduction à ce qui s'exprime dans ces mots. Chez Rilke, les mots en Uber, et particulièrement les verbes, comme überstehen, endurer, sont fondamentaux dans sa poésie et sa correspondance. Pour Benjamin aussi, et la chaîne des Uber que nous allons peu à peu rencontrer l'atteste, la réflexion sur l'Uber de la traduction est fondamentale en ce qu'elle évoque la traduction et bien autre chose. Car la traduction est plus tardive que l'original et caractérise pour les œuvres importantes qui ne trouvent jamais leur traducteur élu à l'époque de leur naissance le stade de leur vie continué.